Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et aujourd'hui, André Berkoff, notre invité, est une femme exceptionnelle qui a bravé les interdits de la République islamique d'Iran lors du championnat du monde d'échecs à Moscou en 2019. Elle s'appelle Mitra Ejazipour et elle publie chez Albin Michel un récit bouleversant, La joueuse d'échecs, André. La joueuse d'échecs, ça rappelle le livre de Stefan Zweig, le grand livre de Stefan Zweig, Le joueur d'échecs. Et c'est très bien d'avoir pris ce livre, parce que le livre de Stefan Zweig est un chef-d'œuvre et votre livre est absolument passionnant. Et d'ailleurs, nous le recommandons bien sûr. Lisez-le. Et puis, je dirais que, évidemment, on va, dans le contexte actuel, on va en parler, mais plus tard, c'est que c'est un destin exemplaire dans un drame. Tout le monde sait le drame que vit l'Iran en ce moment, et depuis d'ailleurs, pas en ce moment, et depuis pas mal de temps, que c'est une situation où on voit très 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 bien, je parle moi à titre personnel, que ce qui est fou, c'est que pendant les massacres, les business continuent, et que voilà, quand on n'est pas directement concerné, il y a une espèce de silence assourdissant. Et s'il n'y a pas de silence, il y a une indifférence. Et puis je voudrais dire aussi quelque chose, c'est que ce que je trouve absolument lamentable, c'est l'indignation à géométrie variable, à 2 poids et 2 mesures. Quand c'est certains, on s'indigne, et c'est très bien, et quand c'est d'autres, on ne dit rien. Mais enfin, il faut s'indigner de tout. Un criminel est un criminel, un massacreur est un massacreur, quelle que soit sa religion, son ethnie, sa couleur de peau, un salaud est un salaud. Et je ne comprends pas qu'on choisisse entre les bourreaux, ceux-là sont acceptables et ceux-là sont inacceptables. C'est un scandale, et nous n'allons pas parler de cela, mais nous allons surtout parler de cette formidable vie et épopée de vie. Elle a que 32 ans, de Mitra Ejazipour. Et oui, on se retrouve dans un instant, effectivement, avec Mitra Ejazipour, grand maître féminin, championne d'échecs d'Iran, d'Asie, du monde. Elle va tout nous raconter sur ce chemin de liberté qu'elle a choisi il y a quelques années. À tout de suite. Terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente La culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Et n'oubliez pas que nous sommes en direct avec vous sur Sud Radio, et vous nous téléphonez 0826 300 300 pour écouter ce qui se passe avec Madame Ejazipour, les échecs et puis l'Iran. Et oui, Mitra Ejazipour qui est notre invitée aujourd'hui, une femme exceptionnelle. Bienvenue sur Sud Radio, Mitra. Bonjour à vous. Alors vous publiez un livre passionnant chez Albin Michel dans lequel vous racontez bien votre incroyable destinée. Il est intitulé La joueuse d'échecs, exactement. Bonjour. Alors je raconte votre histoire. En décembre 2019, lors du championnat d'échecs du monde à Moscou, vous êtes devenue la première athlète iranienne à refuser de porter un hijab pendant une compétition internationale. Un geste fort qui a fait le tour du monde dans les médias, sur les réseaux sociaux. Quel a été le déclic de cet acte de rébellion? D'abord, bonjour et merci de m'avoir invité, c'est un grand plaisir. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Oui, quand je me rappelle à cette journée, quand je suis arrivée dans la salle, j'avais déjà pris ma décision. J'étais déterminée parce que en fait, garder le silence, c'est comme si j'étais une complice de ce régime et que j'étais d'accord avec tout ce qui se passait en Iran. Et quel événement a déclenché vraiment cette décision en moi? Je me rappelle, avant ce tournoi, il y avait un mouvement des femmes qui ont enlevé leur voile. En fait, ce mouvement m'a inspiré beaucoup. Et aussi, en fait, je pensais que je devrais faire une action et montrer mon opposition contre ce régime, parce que garder le silence, c'est comme si j'étais d'accord avec eux. En fait, je représentais mon pays et je représentais aussi le régime islamique à chaque fois que je participais dans les compétitions internationales. Donc, je voulais pas être leur marionnette, je voulais pas être instrumentalisée. C'est pour ça que j'ai fait cet acte. Mais par rapport à ce que je vois aujourd'hui, ce qui se passe
à Téhéran, en Iran, dans toutes les villes de 4 coins du pays. C'est vraiment le peuple iranien a montré le courage, et c'est ça le courage qu'ils mettent leur vie en danger, en péril. Ils aspirent à la liberté, ils cherchent, ils veulent plus le régime islamique, et ils appellent à la fin de ce régime. Et enfin, quand vous avez décidé, est-ce que vous avez pensé juste qu'en faisant ça, vous risquiez quand même d'avoir des problèmes, vous vous avez dit non, en tout cas, il faut le faire? Oui, parce qu'il faut, précisez-nous, si vous n'aviez pas alerté la Fédération des échecs dans votre livre, vous dites qu'effectivement, vos coéquipières l'avaient fait. Pourquoi vous-même, vous ne les aviez pas avertis de ce geste que vous alliez faire? En fait, quand je suis arrivée dans la salle, j'étais sans voile, et c'était... Je ne devrais pas les avertir avant. Non, quand je suis arrivée dans la salle, j'avais pas le voile. Il l'aurait empêché de jouer, en plus. Exactement, parce que j'ai reçu pas mal de messages, des alertes, des menaces. Si vous connaissez le système de régime islamique, c'est comme ça. Au début, ce sont les messages un peu plus soft, mais après, il commence des menaces. De quel type, par exemple? Qu'est-ce qu'il vous disait exactement? Au début, il me demandait... de suivre les règles, d'être obéissante. Et ensuite, on m'a proposé des choses. Si je continue à être obéissante, que je mette mon voile. Oui. Et à la fin, les menaces un peu plus graves, c'est-à-dire que on va pas te laisser de jouer, on va t'empêcher à jouer, tu seras exclu de l'équipe nationale, tu auras des problèmes, ta famille aura des problèmes. Les menaces plus graves. C'est comme ça que ça marche, ce système. Pas seulement sur vous, sur votre famille également. Oui, exactement. Oui. Et votre famille, justement, vous ne les aviez absolument pas alertés non plus. Comment ils ont découvert ça? Par les médias, par les images, par les réseaux? Oui, je me rappelle... une fois que ma mère m'a appelée, elle était en train de pleurer. Elle me disait que bon, finalement, tu as fait tout ce que tu voulais faire. T'es comme ton père. Tu décides et tu le fais. Tu es têtu. Tu es têtu. Comme ton père. Mais oui, en fait, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai compris que je peux plus retourner en Iran. Mais j'étais consciente de toutes les conséquences. En fait, c'était pas si clair parce que en Iran, tout est arbitraire. C'est-à-dire, vous savez pas c'est quoi exactement les conséquences, et c'est ça qui fait un peu plus peur. En fait, les conséquences arbitraires. Vous savez pas qu'est-ce qui va passer. Mais c'était à ce moment-là que j'ai compris que bon, c'est ma décision. Aura ce genre de conséquences. Et vous n'avez pas eu peur pour la sécurité de votre maman, parce que vous le dites dans votre livre, elle vous a supplié de revenir effectivement sur votre décision. Est-ce que vous l'avez regretté un jour, cette décision? Je ne regrette pas du tout ce que j'ai fait. Je regrette plutôt pourquoi je ne l'ai pas fait plus tôt avant. Plus tôt? Oui, plutôt. J'aurais dû le faire plus tôt avant. Parce que, en fait... dans plusieurs tournois, dans plusieurs compétitions, à chaque fois que je participais, j'étais au courant de ce qui se passait au sein de la société. Je voyais qu'il nous manquait la liberté, et que quand j'expliquais à chaque fois dans la rue, à l'université, à l'école, dans les journaux, à la télé, je voyais que on était en train d'être étouffé, et que le système était corrompu. J'étais au courant de ce qui se passait autour de moi, mais en fait, je n'osais pas trop. C'était pas évident, vraiment. Donc, je regrette pourquoi je n'ai pas fait ça plus tôt. Et qu'est-ce qui s'est passé le moment où ça s'est passé, juste parce qu'après, on va parler évidemment de votre éducation et des échecs, c'est intéressant. Est-ce qu'il y a eu tout de suite une réaction très forte, puisque vous étiez évidemment sous les faisceaux des médias du monde entier, le grand championnat du monde? Oui, effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a eu une pression immense, parce que cite, vous dites, j'étais assailli de doutes, aurais-je dû faire mes adieux à l'Iran plus dignement? Comment vous l'avez vécu, cette compétition, et surtout comment au cours de la compétition vous avez réussi à surmonter ces angoisses qui vous envahissaient? Effectivement, j'étais très déstabilisée, j'étais stressée. Et j'ai pas pu vraiment bien jouer. J'ai joué pas mal des parties que j'ai gagnées, c'était bien, mais en même temps j'étais déstabilisée, j'avais des préoccupations, j'étais inquiète.
Donc, je peux pas dire que je l'ai bien géré. mais bon, en fait, une fois que mes photos ont circulé dans le média, ça circulait dans les médias internationaux et aussi dans les médias iraniens aussi. Donc, c'était là que j'ai vu les réactions. Ça a pris quelques jours. Comment, en Iran, ils ont réagi comment ? Enfin, quand ils ont vu les photos, etc. Je parle à la fois des autorités, des gens. Ça a réagi comment ? Très rapidement, la fédération, le président de la fédération iranienne m'a exclu de l'équipe nationale d'Iran à vie. Exclu complètement. Oui. Ouais. Ils n'ont pas accepté la responsabilité. Ils disaient que bon, c'était une décision individuelle et qu'on n'était pas concerné, qu'on ne savait pas. Je veux dire la fédération d'échecs. Et si j'étais exclue de l'équipe, et en fait, de ce que j'ai reçu, les messages sur les réseaux sociaux, en partie étaient très positifs. J'étais bien soutenue. Oui, les gens vous ont appuyé. Oui, les gens ont appuyé, mais il y avait une partie parce que en fait, sur les réseaux sociaux, le régime islamique il fait les cyberattaques. Ils ont une équipe sur les réseaux sociaux pour propager les propagandes du régime, qui sont assez actifs. Donc j'ai reçu des insultes et menaces aussi. Il y avait une partie positive, il y avait une partie très négatif aussi. Mais oui, effectivement, donc suite à ce championnat, vous avez été contrainte donc à l'exil, vous êtes venu en France, vous vivez en France depuis toutes ces années. On reviendra effectivement sur votre exil dans un instant sur Sud Radio, mais parlons surtout de votre enfance en Iran. Racontez-nous comment vous l'avez vécu. Ça parlera à beaucoup de gens qui vous écoutent actuellement en direct sur Sud Radio. Revenons justement à ce voile, parce que vous le dites, ce voile, on vous a contrainte à le porter quand vous étiez enfant, dès l'âge de 6 ans. Il a été en quelque sorte un fardeau pour vous. J'aimerais comprendre comment une petite enfant comme vous vit cela. En quoi ça a été un fardeau ? Oui. Effectivement, en fait, j'ai découvert le jeu d'échecs à l'âge de 4 ans. Comment vous l'avez découvert ? Alors, c'est intéressant, c'était un cadeau. des échecs aussi. Hein, c'était un cadeau d'un ami de mon père. d'accord. À 4 ans. À 4 ans, oui. Ouais. On avait une invité, il nous a apporté un cadeau. Et mon père, il savait que mon père, il est passionné par le jeu d'échecs. Et c'était là qu'ils ont commencé à jouer ensemble. Et moi et ma sœur, on était à côté, on jouait avec les pièces. En même temps qu'ils jouaient sur l'échiquier. Pour moi, c'était assez intéressant, même si je comprenais pas grand-chose, mais j'aimais beaucoup de la façon qu'ils étaient en silence très longtemps, qu'ils étaient en train de réfléchir, calculer avec leurs doigts, comme ça. Pour moi, c'était assez intéressant. Et ensuite, une fois que j'ai pu gagner contre mon père et ses amis, et même contre le vieux monsieur... Vous avez gagné contre votre père à partir de quel âge ? J'avais à peu près 6 ans. Moins de 6 ans. Oui. À 6 ans, vous battiez votre père. J'ai battu mon père, ses amis aussi. J'allais souvent dans les parcs. Il devait être étonné, non ? Il était étonné, oui, parce que il m'a aidé. J'ai appris les règles comme ça en regardant ses parties. Et j'allais souvent dans les parcs. Je jouais contre les vieux monsieur. La plupart du temps, et il y avait beaucoup de gens qui m'entouraient, qui étaient intéressés sur les parties, qui étaient impressionnés chaque fois que je gagnais contre les gens qui étaient vraiment plus âgés que moi. Et plus tard, mon père m'a inscrite dans un club et ensuite j'ai pu gagner les médailles, notamment au championnat du monde. Mais je reviens sur votre question. Oui, quand j'étais très petite, une fois on avait un invité. Il travaillait dans le bazar. Il venait d'un milieu très conservateur. Donc on m'a invité à porter le voile parce que cet ami venait. C'était un ami de mon père. Oui. D'accord. Ouais. Alors, oui. En fait, c'était à ce moment-là que j'ai dû changer. J'avais une jupe avec des fleurs. J'étais très libre comme les autres petites filles, mais après j'ai dû changer. Et j'ai dû aussi jouer contre ce monsieur et j'ai pu battre ce monsieur. Et j'ai compris que à chaque fois que la partie d'échecs a commencé, moi je commençais à... en fait, je me prolongeais dans un autre monde.
un monde que j'étais tranquille, c'était... les pieds, c'était un mois, c'était vraiment tranquille, isolé de tout ce qui se passait autour de moi. Ouais. Et en fait, vous étiez dans le monde des échecs, et c'était autre chose. Ça a été, oui, vous le dites, passionnant. Vous le dites très très clairement dans votre livre. En fait, ces échecs ont été en quelque sorte votre refuge, parce que effectivement, le fait que quand petite fille, le fait que dès que vous avez été voilée, vous le dites, on vous a parlé comme si vous étiez une petite dame. D'emblée, oui. Vous avez eu le sentiment qu'on vous a volé en quelque sorte une partie de votre enfance? Exactement. Dès que j'ai mis le voile, c'est comme en fait la vie de tous les petites filles en Iran. Une fois qu'on met le voile, qu'on est obligé de suivre certaines règles, qu'on sera vraiment encadré, c'est comme si on envole leur vie, en fait, leur liberté. On a le droit plus de faire certaines choses. Donc ça nous manque la liberté aussi. On devient, dans un coup, on devient grande dame. Eh oui. Alors, ce qui est très touchant... Vous êtes considérée presque comme une adulte, mais juste... Oui, effectivement, on l'a gratifié de petite dame et de mademoiselle. Oui, pour prolonger ce que disait Céline, mais honnêtement, moi je sais pas, quand on est enfant, par exemple, parce que c'est vrai, nous, on n'a pas eu cette expérience, mais c'est à l'âge à 5-6 ans, pratiquement, c'est la règle qu'on met le voile à toutes les filles. C'est ça, c'est la règle. Ça dépend vraiment de la famille, de leur entourage, mais surtout quand comme j'habitais dans une ville très religieuse, à Mashhad, et mon entourage était traditionnel, donc on voulait pas avoir les problèmes. Mes parents étaient inquiètes, et on dirait qu'on voulait fondre dans la société pour ressembler à tout le monde, aux autres, oui, à tout le monde, Mais en fait, une fois qu'on va à l'école primaire, toutes les filles, elles sont obligées de porter le voile. C'est obligatoire. À l'école, les filles sont obligées de porter le voile. C'est obligatoire, exactement, oui. D'accord. Et oui, en tout cas, il faut le dire, votre parcours est assez exceptionnel. Vous aviez vous étiez vraiment très douée dès l'âge de 5-6 ans. À 10 ans, 2 fois vice-championne du monde, André. À 17 ans, championne d'Iran, et à 22 ans, championne d'Asie. Et ce qui est très touchant, vous le racontez très bien dans votre livre, c'est que votre papa, dès qu'à 4 ans, il vous a vu commencer à jouer aux échecs, il vous a dit « Ma fille, tu seras championne d'échecs ». Oui, tout à fait. Ah oui, vous encouragez dès le départ. Il croyait, en fait, il croyait en moi. Je me rappelle, en fait, ma carrière a commencé quand, à nuit, il y avait un match de football de l'Iran contre l'Australie. Et Khodadad Azizi, c'était un champion, un footballeur, qui a marqué un but. Et dans un nuit, il est devenu un héros national. Il est devenu très connu, et sa vie a changé complètement. Et mon père avait la même vision pour moi. Il voulait que je devienne championne. Et en fait, il voulait vraiment que j'ai des opportunités pour... comme dans le jeu d'échecs, on n'a pas les mouvements physiques. Dans une société très religieuse, qu'il nous manque la liberté, on ne peut pas faire grand-chose. Le jeu d'échecs, ça ne nous limite pas du tout. Et vous pouvez jouer aux échecs avec le voile. Vous pouvez jouer aux échecs oui, c'est ça. J'allais dans les clubs, dans les parcs. Moi, j'étais la seule petite fille qui jouait. La seule. Oui, exactement. Dans notre Provence, j'étais la seule petite fille qui jouait. Donc, j'étais obligée de porter le voile. Effectivement. Oui, et votre papa, effectivement, vous le dites qu'effectivement, c'est se battre pour que sa fille réussisse, pour que votre sœur aussi réussisse, c'était sa façon à lui de vous protéger de cet état religieux, écrivez-vous, parce que en Iran, c'était difficile pour lui, effectivement, il envisageait mal un avenir pour ses filles. Vous allez continuer de nous raconter votre très belle destinée dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, terredefrance.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso.
Radio avec Mitra et Jazipour qui a eu le courage inouï d'enlever son hijab devant les caméras du monde entier lors du championnat du monde d'échecs en 2019 à Moscou. Depuis, elle n'a pas pu retourner en Iran, André Berkoff. Son pays aujourd'hui, c'est la France. Elle est donc franco-iranienne. Parlons à présent donc de ce jeu d'échecs, de ce jeu noble d'échecs. Alors vous êtes né en 1993 en Iran. À cette époque, ce jeu était autorisé, ce qui n'a pas toujours été le cas, Mitra. Tout à fait. Le jeu a été autorisé par Khomeini après les révolutions, quelques années après les révolutions. Ça a été interdit pour les raisons qui basaient sur la superstition. Moi, ce que je crois est que sur les règles islamiques et sur les choses qui sont basées sur la superstition, il ne faut pas chercher la logique et la raison. Donc, moi, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé la raison vraiment qui a une raison. Donc, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de logique pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils imposent. Donc, après la Révolution, il a autorisé le jeu d'échecs. Et on avait la fédération des échecs iraniens avant, à l'époque qui a été fondée sous le Shah, et ensuite ça a été autorisé, on a réouvert. Oui, justement, dites-nous parlons des échecs. Oui, un mot avant sur la fédération iranienne des échecs, justement. Comment ça se passait exactement? Est-ce que vous étiez, c'est les lois, effectivement, est-ce que vous étiez surveillé? Vous étiez soumise à des interdits? Si oui, lesquels? Dites-nous. On était tout le temps sur la surveillance permanente. Une fois qu'on sortait avec l'équipe de l'Iran pour participer dans les compétitions internationales, il y avait quelqu'un toujours pour nous surveiller. Mais on avait l'impression d'être surveillé même en Iran, à l'intérieur de l'Iran. Parce que, en fait, avec tous les encadrements, les règles islamiques, on devenait une sorte d'agent de nous-mêmes. Les règles islamiques, c'était tellement intériorisé, c'était dans notre intérieur que même s'il n'y avait pas quelqu'un qui nous surveillait, c'était naturel, ça devenait naturel, exactement. Du coup, on avait l'impression que on était tout le temps sous la surveillance. Juste un mot. Ouais. Et les jeux, c'était pas mixte. Est-ce qu'il y avait des tournois entre filles et garçons? Oui, dans les tournois officiels, on a le droit de jouer dans les tournois mixtes, mais dans les tournois officiels, c'est séparé. Ah, c'est ça. Et on a le droit de jouer en mixte. Exactement. Mais le tournoi officiel, c'est filles d'un côté, garçons de l'autre. C'est championnat homme, championnat femme, oui. quoi. C'est ça. Historiquement, parce que en fait, les femmes sont vraiment moins nombreuses par rapport aux hommes. La section féminin a créé pour encourager les femmes pour participer plus dans les championnats d'échecs. D'accord. Ah oui. Et parmi les interdits, effectivement, vous précisez ceci. On vous disait, par exemple, quand tu montes sur le podium, ne tends pas la main à l'homme qui te remettra la médaille. Tu dis Muslim not touch même. Vous-même, en tant que jeune femme, comment vous aviez vécu ces interdits? Je me rappelle une fois que j'ai gagné une médaille et qu'il y avait un garçon que je connaissais, il m'a approché, il voulait serrer la main pour me féliciter. Et donc cette équipe de surveillance a m'approché et m'a pas laissé de serrer la main parce que c'était interdit. J'ai dû comme je ne pouvais pas vraiment expliquer en anglais, j'étais obligée de dire Muslim no touch men, c'est-à-dire les musulmans no touch, ne touchent pas les femmes et les filles et les garçons ne peuvent pas toucher. Et parlons juste un peu des échecs, parce que quand même, de ce jeu d'échecs, on va pas l'expliquer, mais quand même, qu'est-ce qui est frappant? Enfin, parce que, on le dit, je veux dire, tout le monde le sait, mais juste pour rappeler, c'est l'un des jeux les plus nobles du monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a ni carte, ni dés, il n'y a aucune place. Vous me corrigerez si je me trompe. Il n'y a pas de place au hasard. Ce n'est pas la roulette, ce n'est pas les cartes. On va pas gratter pour voir si on a gagné. On va pas jouer. Il n'y a aucun hasard. C'est ça? Oui, vous avez raison. Le jeu d'échecs se repose sur les règles, sur la stratégie, sur le calcul, et le hasard et la chance ne jouent pas du tout dans ce jeu. Ce qui est intéressant, c'est que, comme je vous ai expliqué, il y a les règles précises et que c'est vous qui jouez vraiment, vous menez vos pièces et vous menez la partie. Donc, dans une société qui
que nous avons un régime totalitaire qui impose les lois basées sur les superstitions. Le jeu d'échecs, c'était une source d'inspiration pour moi parce que tout était encadré qui marchait avec les règles. C'était une source d'inspiration dans une société que rien ne marchait par les règles. Oui, vous parlez de superstition, c'est-à-dire, expliquez-nous. La religion, toutes les règles. De la religion. Oui. Je crois que nous avons juste intéressant, nous avons un auditeur, Patrick, c'est ça qui nous appelle de Limay, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Oui, bonjour Patrick. Bonjour à vous. On vous écoute, Patrick. Bah écoutez, je suis assez heureux d'entendre cette jeune demoiselle parce que moi, à mon humble niveau, j'avais monté le club d'échecs du lycée Picasso à Fontenay-sous-Bois. Oui. Et le lycée où Pause Café avait été tourné avec Véronique Jeannot. Mais là, vous parlez à la championne du monde. Hein. Ah oui, non, mais après, là, je m'incline. Ok, Patrick. Merci. Vous avez une question à poser ou pas? Non, c'est-à-dire, je voulais partager avec elle ma peine de ce qui se passe en Iran. Et je me sens impuissant, je ne peux que prier. Parce que je ne vais pas dire le nombre de morts, le nombre de gens aveuglés, le nombre de gens blessés, car je n'ai pas envie de me retrouver avec ma maison là où je vis incendiée. Donc, mais je peux vous dire que c'est très grave ce qui se passe. Et je suis attristé du silence de l'Occident, attristé. Mitra. Comment vous réagissez, Mitra? Oui, tout à fait. Merci pour votre message. Exactement ce qui se passe en ce moment en Iran, c'est un crime contre l'humanité. Ils sont en train de massacrer les gens. On parle de plus de 20 000 morts qui sont tués par le régime. Et la machine de terreur qui ne s'arrête pas. On parle de 800 personnes qui seront exécutées. C'est un massacre. Vos parents vivent en Iran, Mitra. Est-ce que vous avez pu échanger avec vous ces derniers jours et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Malheureusement, à cause de cette coupure d'Internet, j'ai pas de nouvelles. Alors, je crois, vous êtes obligé de partir, la Mitra, ou vous pouvez rester je reviens sur... Excuse-moi, j'ai oublié. Oui. En fait, nous avons besoin d'une action immédiate de la part de la communauté internationale, parce que ce qui se passe en ce moment, c'est un massacre. Nous avons besoin d'une action immédiate. Vous voulez dire que vous appelez effectivement les pays à agir, à intervenir, à être là, quoi. Exactement, parce que aujourd'hui, on voit que toutes les conditions pour l'effondrement de ce régime sont réunies. Après la frappe israélienne, après la chute de Maduro, après l'élimination de Hezbollah, Hamas, le régime iranien le régime islamique s'est tellement affaibli, ils sont dans la position la plus fragile dans leur histoire. Donc avec les manifestations, avec tous les mouvements de contestation, les millions de gens qui sont descendus dans la rue suite à l'appel de Reza Pahlavi, toutes les conditions sont réunies pour l'effondrement de ce régime. Donc avec un coup de main, je pense qu'ils vont tomber. Vous pensez que le régime est vacillant et qu'il peut tomber? Oui, exactement. Ils sont dans la position la plus fragile. Mais après, de ce qu'on voit, c'est un massacre. Et nous avons besoin d'aide. On voit avec les vidéos, les images, les gens demandent de l'aide. Vous êtes, vous aussi, pour le retour de Reza Pahlavi en Iran? Oui, tout à fait. Parce que c'est vraiment la différence entre cette fois par rapport à la dernière fois. Et que ce mouvement, dans ce mouvement... on entend que dans 4 coins du pays, les gens appellent son nom. Ils appellent alors le nom qu'avant de Reza c'était Femme, Pahlavi. Vie, Liberté, maintenant ils disent le chat. Exactement. Avant, dans le mouvement de 2022, il y avait le mouvement Femme, Vie, Liberté. On a compris que sans les femmes, comme vous savez en Iran, les femmes sont citoyennes de deuxième rang, et que finalement on a compris que sans les femmes, on peut pas vraiment, on voit pas la prospérité de l'Iran. Mais cette fois-ci, nous avons un leader c'est un homme démocrate qui va instaurer un système démocratique en Iran. Il est vraiment légitime parce que le peuple iranien l'a appelé dans 4 coins du pays, son nom, et qu'il peut instaurer un système démocratique. Voilà, je pense qu'avec lui, on peut
on peut vraiment reconstruire le pays ensemble. Dernière Merci, question, Mitra Jazipour. une dernière Oui. question à Mitra avant Rapide. qu'elle nous quitte, effectivement. Parce qu'elle est J'aimerais obligée de savoir nous- hélas, de partir. comment, qu'est-ce que vous auriez envie de dire aujourd'hui aux femmes françaises qui considèrent que le voile n'est qu'un petit morceau de tissu? Qu'avez-vous à leur dire? Écoutez, la situation entre l'Iran et la France, c'est complètement autre chose. En Iran, si on ne met pas le voile, c'est obligatoire, on sera... On est puni. Oui, on sera puni. Mais en France, c'est pas comme ça. Donc, je pense que il faut pas... aujourd'hui, en France, le hijab est devenu un symbole de résistance et que c'est devenu un mouvement identitaire. Et que finalement, je pense que c'est pas au gouvernement ou à l'État de décider de ce que les gens doivent porter ou ne pas porter. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Mitra Merci, et Jazipour d'être venus sur Sud Radio. Je rappelle le titre de votre livre, La joueuse d'échecs, qui est en librairie, chers auditeurs. Il est paru chez Albin Et Michel. Lisez ce livre. Et ça s'appelle Les mémoires d'une très jeune femme, une femme debout, à part d'être une championne d'échecs. André Merci Berkoff, beaucoup. on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Chers auditeurs, appelez tout de suite le 0826 300 300 si vous voulez parler de l'Iran, si vous voulez Vous revenir parlez sur de- Davos. aussi de Davos et tout le De reste. Donald Trump, de la généralisation du halal en France. Appelez-nous, on vous donne la parole, on est en direct. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, Parlons vrai. parlons France.fr, le premier site d'articles français et patriotes, présente la culture dans tous ses états. André Berkoff, Céline Alonso. Oui, et maintenant, André Berkoff, eh bien, on donne la parole en direct sur Sud Radio aux auditeurs. Bonjour Jean-Luc, vous nous appelez de Séville. Bonjour Oui, Jean-Luc. bonjour. Bonjour à tout le monde. Oui, je suis à Séville. Je vais passer ma retraite à Séville. Ah, c'est bien. C'est une très belle ville, Séville. Je connais bien. Oui, c'est une ville magnifique. C'est pour moi la plus belle ville d'Espagne d'ailleurs. Et alors, dites-moi, vous vouliez réagir effectivement Oui. par rapport à ce que vous avez écouté avec Mitra et cette championne d'échecs iranienne qui a parlé de son pays et qui a parlé de ce qui se passe dans son pays. Alors là, on est un petit peu déphasé parce que moi, j'intervenais pour au sujet du vote ce matin à l'Assemblée nationale, vous savez. Ah oui, tout à fait. Mais allez-y, allez-y. Au contraire, on est là pour parler de tout. Allez-y, Jean-Luc. Je me suis réveillé, j'ai allumé la télé sur CNews et j'ai vu sur le plateau de CNews tout le monde qui était extrêmement étonné, surpris, en colère du fait que la gauche française avait voté contre le projet de déclaration. Ah des oui, frères musulmans comme de organisation considérer que les terroriste. frères musulmans sont une organisation terroriste, c'est ça. Ouais. Oui. Et alors moi, je suis extrêmement étonné de voir la réaction en France, que les gens s'étonnent de la position de la gauche française. Ils sont amnésiques. Moi, je voudrais rappeler à tous ces gens que le lourd passif de la gauche française, par exemple, on va commencer avec la guerre d'Indochine. En Indochine, les blessés qui arrivaient d'Indochine sur le port de Marseille, ils se faisaient agresser, insulter, cracher dessus par les dockers de la CGT. Vous vous rappelez, vous connaissez l'histoire. Bon, j'avais lu un J'étais livre enfant, il y a une vingtaine mais d'années. j'ai suivi cette histoire, oui. Après. Il y a une trentaine d'années, j'ai lu un livre qui expliquait aussi qu'en Indochine, les militaires qui se battaient recevaient parfois des balles qui n'étaient pas adaptées aux armes qu'ils avaient. Parce que au départ de France, des balles, Ouais. il y avait Il y avait du sabotage, vous dites, c'est pratiquement du sabotage. C'est ça. C'est ça, oui. Il y avait un magasinier qui était de gauche, hein, évidemment, et qui, par mégarde, s'était trompé, il n'avait pas envoyé les bonnes balles. Et ensuite, je saute oui, Jean-Luc, je saute en allez-y. Algérie. Alors, en Ouais. Algérie, on a, vous savez, André Malraux, Gisèle Halimi, tout ça, qui passait des valises de billets pour permettre au FLN d'acheter des armes et des explosifs pour tuer des civils français en Algérie. Pas André Malraux, excusez-moi. Jean-Luc, non. Je me André trompe, je me Malraux trompe est... d'écrivain, alors. Non, vous trompez d'écrivain. Vous parlez du manifeste des 121 qui disait nous sommes effectivement pour les Algériens. Alors il y avait les Sartre qui n'a pas lui transporté les valises, Sartre, voilà, mais c'est ça, effectivement. c'est ça. Oui, alors allez-y, continuez. Oui. Et donc tout ça pour tuer des civils algériens. Et moi j'ai perdu un membre de ma famille à l'attentat du Rialto à Alger, quoi, où ils ont mis une bombe. Enfin bon, bref. Et ensuite, le Parti communiste français qui a soutenu le régime de l'URSS pendant toutes ces années. Et jusqu'à la fin, et ils étaient pro-Staline, quoi. Et depuis, tout le monde connaît la vérité sur Staline. Tout le monde sait ce qui se passait vraiment là. Et ils ont jamais présenté leurs excuses, les communistes français. Jamais.
Et enfin, juste un dernier détail, moi j'avais un oncle, le seul oncle du côté de ma mère qui était espagnol et qui est mort à 18 ans à la guerre d'Espagne, parce qu'il s'est fait enrôler, le pauvre gosse, il s'est fait enrôler à Alger. Et je rappellerai simplement, effectivement, c'est très compliqué, on pourrait remonter à 39-45, on pourrait monter surtout aux pacifistes des années 30 qui ont basculé du côté de la collaboration dans les années 40. Merci Jean-Luc, on reprend tout de suite avec vous, avec les auditeurs de Sud Radio, de Berkov dans ses états et de la culture, tout de suite après cette petite pause. Non, il n'y a pas de pause, André Berkov. On va partir tout de suite en Crète et donner la parole à Martial. Bonjour à vous, Martial. Vous voulez réagir, je crois, au témoignage de Mitra et Jazipour. Oui, Martial, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour. À vous. Content de vous avoir. Moi, je suis horrifié de ce qui se passe en Iran et du silence que en France et dans les pays européens, c'est inadmissible. Hein, pour Gaza, on les a vus défiler dans les rues, et là, rien du tout, rien. Ouais, c'est de la lâcheté, en fait, c'est de la lâcheté, quoi. Ouais, c'est comme on dit, le silence coupable, hein, des cimetières. Oui, merci Martial. En tout cas, elle appelait les pays, elle appelait les gens à l'aide parce qu'ils disent aidez-nous. Hein, c'est ce que disait cette championne. Nous avons Antoine qui appelle de l'Aude. Eh oui, bonjour Antoine. Vous avez vécu pendant 3 ans en Iran. Racontez-nous. J'ai vécu 3 ans en Iran. J'ai travaillé avec les Iraniens. J'en garde un bon souvenir. C'est un pays formidable et la France a la cote, a toujours la cote pour les Iraniens. Ouais. On est bien vus, ils nous aiment bien. Alors ils aiment certainement pas la classe politique française qui est une des plus lâches. Ouais. Hein, une des plus lâches, et comme disaient pas mal d'auditeurs, va faire une révolution pour un petit oui, pour un petit non, alors qu'il y a des massacres. J'ai reçu hier une vidéo d'un ancien, j'étais dans l'aéronautique, d'un ancien chef de cabine, on va dire, qui avait eu déjà 120 coups de fouet parce qu'il s'était converti au christianisme, entre autres. Ouais. Et j'ai les photos, j'ai les films, et j'ai reçu hier, il a réussi à faire passer une vidéo. Et j'en ai pas vu parce que ce sont des éventrations, des centaines de corps. C'est dramatique. Ouais, c'est terrifiant. Que fait depuis Mirluchon jusqu'au RM? Ils ne font rien. Ce sont des lâches et des vols. Ils ne valent rien du tout. Il faut balayer ces gens-là qui se gaussent, accrochés sur leur prébande et leurs avantages et leur carrière au mépris de tout cela. C'est lamentable d'avoir un pays comme la France, quand on sait ce que en France c'est froid. La liberté, on rigole, la liberté. Antoine, je voulais savoir, vous avez vécu quand en Iran? C'était quand 2013-2016. D'accord. Et alors, dites-moi, comment, est-ce que, à votre avis, comment se libérer de cette chape de plomb? On sent, vous parlez des massacres. Le régime est très affaibli. Il y a un plan d'évacuation de ce taré de Khamenei qui est prêt. Il a un avion qui est prêt à partir direct à Moscou, mais pour l'instant, apparemment, il est toujours là-bas. Et comme toute bête, de sales bestioles blessées, ils sont dangereux. Ouais. Ça tire à vue, et pour être tranquille, on éteint l'éclairage public dans les rues. C'est terrible. Moi, j'ai des amis qui sont en Turquie, ils attendent, j'en ai d'autres qui sont à l'intérieur. Un de l'intérieur, je vous dis, il m'a passé une vidéo hier soir que j'ai passé à des amis, c'est terrible, ça a pleuré, quoi. On vous dit que le régime est quand même fragilisé, malgré les massacres. Fragilisé, mais peut-être, comme disait votre invité, joueur d'échecs, peut-être qu'on aura besoin d'une petite pichenette. Ouais. Alors, moi, je suis pas spécialement ni pro Tel Aviv, je ne parle pas de Trump de Tel Aviv, mais que ceux qui peuvent fassent la pichenette nécessaire pour le faire tomber, quoi. Antoine, merci Antoine. À vous d'être intervenu sur Sud Radio. Tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaye. Sud Radio. Parlons vrai.